Afrique Média, le monde, c'est nous. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Ce dimanche encore, nous abordons la question malienne, où malgré toutes les intimidations, donc le pays continue de renforcer sa coopération militaire avec la Russie. Et bien pour une lutte plus efficace contre le terrorisme, des centaines de Russes, précisément des instructeurs, ont été déployés dans la ville de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Et la présence de ces instructeurs intermaliens fait suite à l'acquisition des équipements militaires russes, notamment des hélicoptères achetés par les Maliens. Ces instructeurs russes ont pour mission d'assurer l'entraînement des forces armées maliennes, les FAMA, à l'utilisation de ces engins. Pour rappel, Barkhane, la force anti-djihadiste française au Sahel, avait retrocédé cette base de Tombouctou à l'armée malienne en mi-décembre, après presque 9 ans de présence ininterrompue dans le cadre de la reconfiguration du dispositif français. Et bien que vous inspire le déploiement des soldats russes précisément à Tombouctou, la menace terroriste se faisant grandissante, les instructeurs auront-ils le temps nécessaire pour former les FAMA à l'utilisation du matériel apporté? Est-ce que, comme en RCA, les Russes ne seront pas obligés de rentrer en guerre eux-mêmes contre les djihadistes pour un meilleur résultat? Sinon, jusqu'où ira cette coopération? Et le même sujet qui se poursuit avec la question allemande cette fois-ci, où la Bundeswehr, donc l'Allemagne qui compte environ 1350 soldats, j'allais dire, au Mali, repartis entre la mission de la formation des forces armées maliennes, conduite par l'Union européenne, et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Eh bien, l'Allemagne pourrait mettre un terme à sa coopération, à son engagement militaire au Mali. Faut-il redouter donc ce départ des forces allemandes du Mali? Voilà donc une autre question qui trouvera réponse dans quelques instants. Et bien sûr, une fois de plus, bonjour, bienvenue à Géopolitique Internationale. Nos sujets, vous les connaissez déjà. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons Luc Michel, notre géopoliticien, Gamal Abina, qui est également là, Fabrice Beyor et bien sûr Linda Larbaoui. Messieurs et dames, je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter mes vœux le meilleur pour l'année 2022. Luc Michel, bien le bonjour. Bonjour à toi, Bachir. Bonjour aux collègues. Je te signale que nous n'avons pas de retour image. D'accord, je crois que ça va s'arranger dans les secondes qui suivent. Et j'en profite pour saluer Gamal Abina. Gamal, bonjour. Bonjour à vous et merci pour l'invitation et surtout bonne année à tout le monde. Voilà, et naturellement, Fabrice Beyor nous a rejoint. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi Bachir, bonjour à tous les téléspectateurs et Snovigo Adam. Et bien sûr, la seule dame parmi nous, Linda Larbaoui. Bonjour Linda. Bonjour et je vous souhaite une bonne année. Merci infiniment. Alors, Luc Michel, je voudrais qu'on commence par vous. On y va très rapidement. Nous parlons du Mali avec des soldats russes qui se déploient cette fois-ci à Tombouctou. On sait ce que représente Tombouctou comme symbole pour le Mali. Comment vous appréciez ce déploiement des Russes dans la région? Écoutez, les paramilitaires russes ont posé comme contraint de leur présence au Mali qu'en 26 semaines, ils allaient rétablir la sécurité de Bamako sur Gao et Kidal. Mais une information, elle date d'hier, un convoi a déjà été attaqué, comme par hasard, par les djihadistes saléviens du mouvement pour la prédiction salafiste. Il y a un soldat russe qui a été blessé, et bien entendu, ce n'est pas un hasard du tout. Mais nous sommes tout à fait dans géopolitique internationale, puisque le Mali n'est pas le seul théâtre d'intervention de la Russie. Actuellement, l'armée russe est en alerte aux frontières de l'Ukraine
pour contenir la menace de l'OTAN qui a déployé 40 000 mercenaires et la moitié de l'armée ukrainienne. Et les soldats russes, depuis 48 heures, avec leurs camarades du Bélarus, du Kyrgyzstan, sont déployés au Kazakhstan pour mettre un terme à la révolution de couleur transformée en putsch terroriste des États-Unis et de l'OTAN. Dans la revue Foreign Affairs, qui est la revue de l'Atlantic Council, on annonçait hier que le but de l'opération du Kazakhstan, c'était de fragiliser la présence russe sur les autres théâtres d'opération. On ajoutait même avec cynisme qu'il ne serait pas possible pour la Russie d'être présente à la fois au Kazakhstan et en Ukraine et évidemment au Mali. Mais c'est une erreur parce que dans un déploiement impressionnant, la Russie a déployé qu'aujourd'hui elle était une grande armée internationale qui était capable de se projeter sur plusieurs théâtres d'opération. L'armée russe actuellement est déployée avec l'armée arabe syrienne en Syrie devant les zones d'occupation turque et américaine. Elle est déployée donc aux frontières de l'Ukraine pour protéger les républiques russophones de Donetsk et de Lugansk. Elle est déployée en mer Noire. Elle est déployée au Mali depuis une semaine. Et bien entendu, elle est déployée depuis 48 heures au Kazakhstan avec un résultat spectaculaire puisque l'ordre a été rétabli. Les groupes terroristes sont en train d'être mis hors de contrôle. Ils ont le choix, comme partout où la Russie intervient, en Centrafrique, au Mali ou en Syrie, ils ont le choix de se rendre ou d'être annihilés. Voilà ce qu'il faut retenir de cela. La Russie est un partenaire sérieux pour combattre le terrorisme. Elle est encore en train de le démontrer sur tous les théâtres d'opération. Alabina, que vous inspire cette présence russe, notamment à Tombouctou? On sait que la base de Tombouctou était initialement occupée par l'armée française, qui l'a rétrocédée il y a quelques semaines seulement à l'armée malienne. Aujourd'hui, la présence russe dans cette région, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un signal très fort donné à la France et à ses partenaires occidentaux, parce que d'abord, il faut se souvenir ce qu'avaient dit les responsables maliens aux Français, c'est qu'ils les avaient abandonnés à leur propre sort et qu'il était de bonne guerre pour les Maliens de chercher effectivement un partenaire sérieux et crédible et qui soit en mesure d'intervenir à l'aune de ce qu'ils ont vu évidemment en République centrafricaine. Donc M. Goïta a décidé de faire appel aux forces russes, non seulement pour les équiper, on voit les équipements militaires qui sont tout de suite et immédiatement livrés avec des instructeurs, ce qu'on appelle les coopérants, des instructeurs russes qui permettent de pouvoir, c'est une grande tradition russe d'ailleurs, de jouer à la carte de la coopération militaire et de la formation, qui permet de pouvoir donner une certaine autonomie à ces forces maliennes, ces FAMA, qui avaient été livrées à elles-mêmes avec des moyens extrêmement réduits. Donc aujourd'hui, Tombouctou est une ville importante, évidemment, historiquement, si vous connaissez un peu la tradition musulmane par rapport à cette ville, mais au-delà de ça, c'est surtout un verrou qui doit être protégé et qui a sauté littéralement, puisque les Français l'ont quitté. Berkane a porté ses capacités militaires de 5100 soldats à 3000. Les Allemands ont à peu près 1350 soldats, comme vous l'avez souligné, divisés en deux parties. Mais surtout, les Russes apportent des coopérants militaires pour former les forces maliennes pour qu'elles deviennent autonomes. Donc la stratégie russe, elle est simple. C'est à la fois d'intervenir si besoin est avec des forces militaires sur place, mais surtout, à la demande des dirigeants du pays, de former, d'équiper et de former les forces maliennes pour qu'elles deviennent autonomes et qu'elles puissent intervenir. Il faut savoir deux choses, c'est que les Français, quand ils arrivent avec Berkane, ils sont sur un territoire qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas bien. Ça rappelle un peu les guerres coloniales, quand en Algérie, par exemple, ils ne maîtrisaient pas les montagnes ou les déserts. Et là, c'est pareil. Alors qu'en revanche, les Russes, ils collaborent avec les forces maliennes dans le but de pouvoir non seulement leur donner les moyens de se défendre, mais en plus de pouvoir co-intervenir de telle sorte qu'ils réduisent les maquis terroristes, comme on les appelle, les différents mouvements. Luc Michel vient de faire référence au GSPC algérien, qui vient d'Algérie donc, mais d'autres mouvements, l'Azawad, par exemple, qui est un mouvement sécessionniste et avec lequel ils voulaient rompre. Eh bien, les Maliens ont décidé à la fois de négocier avec certains mouvements et en même temps de réduire les autres mouvements pour casser cette dynamique djihadiste qui a été mise dans la région. Donc effectivement, la présence russe aujourd'hui qui remplace la présence française qui a littéralement abandonné ses positions parce qu'ils ne réussissaient pas ou ne voulaient pas réduire le terrorisme, eh bien les Russes ont décidé de prendre leurs responsabilités et d'intervenir dans la région en collaboration avec les directions politiques du pays. Linda, on sait quand même que Tombouctou, c'est quand même l'une des trois principales villes
convoité par les djihadistes, à côté de Gao, bien sûr, et de Kidal. Mais aujourd'hui, quand la France retrocède cette base militaire et qui est aujourd'hui occupée par les Russes, mais que peut la Russie sur un théâtre où la France, quand même, après 9 ans de présence, n'a pas pu produire de résultats? Vous savez, la France était là pour combattre le terrorisme. Personne ne peut gagner à combattre le terrorisme et peut combattre le terrorisme. Les Russes sont là pour combattre des groupes terroristes. C'est ça qu'il faut retenir. La France, en combattant le terrorisme, elle négociait avec les terroristes. Donc, ce n'était pas possible de nettoyer le terrain ou d'avancer. Les Russes, ils sont là pour nettoyer les terroristes, pas le terrain. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, les Russes sont en train de récupérer du terrain. Les terroristes essayent de trouver une porte de sortie avec l'Union européenne, mais il n'y aura pas de porte de sortie. Il faut liquider tout ce qu'il y a dans le Sahel et empêcher les groupes qu'il y a en Libye de descendre. C'est ça aussi que les Russes vont essayer de faire avec la collaboration de l'armée algérienne. On va y revenir tout à l'heure. J'ai beaucoup d'informations justement sur la collaboration algérienne. On voit beaucoup plus clair par rapport à la visite du ministre malien. Donc, je laisse ça pour le second volet. Il y aura donc toutes ces informations. Fabrice Béor, la menace aujourd'hui se faisant grandissante dans le Sahel et notamment au Mali, est-ce que finalement les instructeurs russes auront le temps nécessaire pour former les FAMA, puisque les Russes quand même ont donné un deadline, si vous voulez, 26 semaines, soit 6 mois. Donc, est-ce qu'ils auront le temps de former les FAMA? Est-ce qu'ils ont eu le temps de former les FACA? Les forces armées maliennes, les FAMA, oui. Est-ce qu'ils auront le... Ah d'accord, je vois là où vous voulez. Allez-y. Et donc, c'est possible lorsqu'on le veut. Rappelons quand même que le président actuel est un officier formé à Moscou, dans les écoles russes. Donc je pense qu'il y a une certaine compréhension, allons-nous dire, dans le cadre de cette formation. Mais il y a deux volets. Il y a le volet, bien évidemment, formation, et il y a le volet d'aide, on va dire, du premier choc. Les Russes ont toujours indiqué, en particulier à Sochi, lors du premier forum Russia-Africa à Sochi, qu'aux problèmes africains, des solutions africaines, et qu'ils n'étaient là que si on leur demandait de venir. Et si on leur demandait de venir, c'était dans le cadre d'un contrat très clair, gagnant-gagnant, sans évidemment avec des bases à Vinam Aeternam. Que font les Russes? Ils arrivent, ils donnent les premières forces, ils encadrent les premières forces de l'armée malienne qui sont valables et formées en les accompagnant pour, on va dire, donner les premiers coups vis-à-vis des groupes terroristes. Par après, et on va dire peut-être même en même temps d'ailleurs, par rapport aux délais qui sont indiqués, il y a une formation effectivement des soldats maliens. Je ne mettrai pas en doute alors le délai. On n'est pas non plus à 1 mois près, je pense, après des années on va dire de non-résultats. J'indiquerai justement que des années de formation des missions européennes, de missions de l'ONU et tout ce que l'on veut, n'ont abouti à rien, puisque jusqu'à la preuve du contraire, aujourd'hui, les Maliens sont demandeurs justement de formation de la part de l'armée russe. Donc il y a bien effectivement un manque. Et s'il y a un manque, c'est qu'auparavant, on va dire que le service proposé était de médiocre qualité. L'intervention russe, les interventions russes à l'heure d'aujourd'hui, par exemple en Syrie et en particulier en Centrafrique, je pense démontrent la capacité non seulement d'aider très rapidement pour stabiliser une situation et par après former les soldats sur place pour mener le combat. En Syrie, effectivement, par exemple, ce qui est un engagement bien plus important évidemment de la Russie dans le combat contre le terrorisme, pour autant la Russie est là dans les premiers temps de ces interventions, à stopper l'avancée djihadiste pour après avoir le temps de former les soldats sur place, puisqu'en Syrie, c'est l'armée syrienne qui se bat, ce n'est pas l'armée russe, qui n'est là qu'en soutien. Cela va être la même chose et c'est le but, parce que si l'on veut que les pays africains puissent retrouver une souveraineté,
je pense que c'est le but, non seulement pour les Maliens, mais également dans l'intervention russe. Il faut évidemment pacifier le pays. On ne peut le faire bien évidemment qu'avec l'armée. Et c'est avec ce squelette qui est l'armée, la défense, qui est la première brique des nouveaux rapports, des nouveaux rapports géopolitiques que la Russie veut proposer à l'Afrique. Pas qu'à l'Afrique d'ailleurs, mais à l'Afrique dans le cas qui nous apporte aujourd'hui. Et donc je pense que oui, la Russie va aujourd'hui avec ses instructeurs et certains de ces groupes, il faut le dire, des groupes certains de combat, poser les jalons vis-à-vis des groupes terroristes et qui va après former cette armée malienne qui, à mon avis, a la volonté d'en découdre avec ces groupes qui ont fait tant de mal, non seulement à leur armée, à leur peuple, mais à leur pays. Et je pense que lorsque vous avez les deux partenaires qui sont de bonne volonté, on ne peut aboutir qu'à quelque chose de positif, puisqu'auparavant, les partenaires du Mali, je ne pense pas qu'ils étaient au Mali pour former les Maliens ou équiper les Maliens, puisque qui équipe les Maliens aujourd'hui, c'est non seulement les Russes, mais il y a également les Chinois. Et on voit bien aujourd'hui... C'était pourtant ça la mission, former les Maliens, et que ce soit pour la France, l'Union européenne et même l'Allemagne, on abordera d'ailleurs la question tout à l'heure. C'était leur mission principale. Oui, mais oui, c'est comme toujours, il y a la déclaration de principe et puis il y a la réalité. La réalité, c'est si vous formez l'armée malienne, vous avez une armée malienne capable. Si vous avez une armée malienne capable, à ce moment-là, elle détruit les djihadistes. Si elle détruit les djihadistes, elle retrouve la paix. Si elle retrouve la paix, elle veut le développement économique. Si elle veut le développement économique, elle est obligée de remettre en cause la France-Afrique. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui, en tout cas, c'est très logique. C'est très logique, Fabrice. Alors, Luc Michel, je reviens à vous une fois de plus. Vous l'avez dit dans vos premiers propos, l'armée russe, elle est déployée sur plusieurs théâtres d'opération. On a cité l'Afrique, il y a la Syrie, il y a la frontière ukrainienne. Mais est-ce que, à la longue, cela ne va pas épuiser quand même les Russes au profit de leurs adversaires? Pas du tout, parce que c'est justement le plan de Poutine développé dès les années 2015-2016, c'est de reconstituer une armée russe capable de projection et de rivaliser avec l'OTAN. Ils ont donc des lourds porteurs, ils ont des armements performants, ils ont des forces spéciales très performantes qui encadrent d'ailleurs, par exemple, le déploiement des FACA, il est déployé par les forces spéciales du GRU, le renseignement militaire russe. Donc il n'y a pas du tout. Les Américains ont cru qu'ils allaient épuiser la Russie. Oui. Elle voudra simplement un bon terrain d'entraînement. Il y a un quatrième théâtre d'entraînement d'ailleurs sur lequel elle est déployée depuis 48 heures. C'est le Kazakhstan avec une efficacité redoutable. Les Américains, ils se croient encore dans la période qui allait de 2005 à 2015. Ils n'ont pas compris que c'est un nouveau cycle géopolitique et que la Russie est de retour. L'Empire contre-attaque, comme le disent d'ailleurs certains journaux pro-américains beaucoup plus lucides là-dessus. Le plan de Poutine, c'est de refaire de la Russie d'ailleurs une superpuissance militaire comme du temps de l'Union soviétique. Par exemple, il a lancé en 2018 un grand plan de redéploiement des flottes russes sur les 6 océans du globe, comme au temps de Brejnev qu'on appelait l'Africain, centré sur l'Afrique d'ailleurs, et c'était le temps de l'amiral Gortchov, l'architecte du déploiement russe en Afrique et du déploiement de la marine russe. Il y a aujourd'hui des équipements performants et surtout, la stratégie navale est entièrement en train d'être remaniée avec les fameuses armes hypersoniques lancées par les Américains. Les Américains, en 2018, ils ont cru qu'ils allaient redéployer à leur profit la stratégie de la guerre navale. Aujourd'hui, ils savent que les Russes sont capables de rivaliser avec eux et même des alliés comme la Corée du Nord qui hier a lancé un missile hypersonique en mer du Japon. C'est un avertissement pour les États-Unis. Gamal, sur la même question quand même, est-ce que la stratégie américaine ne serait pas en train de réussir quelque part, puisque quand même les Russes se trouvent obligés d'intervenir un peu partout sur le globe, à la fin, est-ce que cela ne va pas les épuiser? Non, pas du tout. Il y a deux choses qu'il faut se rappeler si on revient sur la profondeur historique. Et Luc Michel vient d'évoquer effectivement les capacités aéroportées des Russes. Oui. Les plus gros porteurs sont tenus par les Russes. Ils vous apportent du matériel militaire et
par les Ilyushin et de gros porteurs et surtout des combattants, les Russes ont une stratégie de déploiement qui consiste à soutenir les forces locales et à former les forces locales avec du matériel de pointe. La différence entre les Russes et les Français, c'est là où je suis très surpris et choqué par la demande de la part d'anciens pays colonisés par cette colonisation barbare qui était la France, de faire appel à l'ancien bourreau pour les soutenir. Il y a une logique qui m'échappe. Comment peut-on demander à des gens qui sont venus vous torturer, vous martyriser, vous massacrer, vous spolier, de vous aider contre un mouvement terroriste qui a été largement encouragé par la destruction de la Libye, donc par M. Sarkozy, un homme détestable, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Comment peut-on demander à ces gens-là de venir vous soutenir alors qu'ils sont à l'origine du mal? Ensuite, cette fameuse guerre contre le terrorisme a été voulue par Bush. C'est une sorte de guerre protéiforme qui ne veut rien dire. On ne peut pas lutter contre un mouvement qui peut se réclamer de n'importe qui d'ailleurs. Cette guerre contre le terrorisme que la France prétendait mener au Mali n'est pas une véritable guerre contre le terrorisme. C'est juste une guerre de position bien partagée. Et les Français ont très souvent l'habitude d'ailleurs de négocier avec les terroristes et même de payer des rançons. Il faut oublier qu'à chaque fois qu'ils ont libéré des otages, ils ont payé une rançon, ce qui a renforcé les positions de ce qu'on appelle les terroristes. Donc GSPC, le GSIM, toutes ces organisations un peu fantaisistes qui se réclament d'Al-Qaïda ou au départ qui se réclamaient de Al-Qaïda, puis par la suite qui se réclamaient de l'État islamique. Bref, c'est une sorte de chouchouka comme ça, un fourre-tout dans lequel les Français ont voulu s'immiscer. Mais en vérité, pour répondre clairement à votre question, non, les Russes ne sont absolument pas inquiets pour ça. Il faut se rappeler qu'à la Seconde Guerre mondiale, ils se sont quand même pris quasiment la moitié de l'Europe contre eux, qui les a attaqués, puisque les forces de l'Axe étaient de l'Europe centrale, avec le soutien de collaborateurs d'un peu partout dans le reste de l'Europe. Et ils se sont pris une force monumentale de 3 à 4 millions de nazis. Ils se sont très bien débrouillés. Au départ, ils ont été choqués, puis après, ils se sont débrouillés pour éradiquer la menace nazie en moins de 3 ans. Et bien là, c'est pareil. C'est beaucoup moins difficile, puisque ce n'est pas les mêmes armées, ce n'est pas les mêmes risques. Le terrorisme et toutes ces organisations qui se réclament du djihadisme ne sont pas tellement équipées, mais elles sont nuisibles. Et les Russes utilisent des méthodes radicales. Ils ne sont pas dans la discussion. Quand il y a un problème, ils tapent un coup très fort et collaborent avec les forces locales, ce qui se passe en Syrie. Effectivement, c'est bien que Fabrice Beurre nous rappelle que la Syrie, ceux qui font la guerre, ce sont la force armée arabe syrienne. Ce ne sont pas les Russes. Les Russes apportent une logistique aérienne. Et ce qui est notoire par rapport à cette histoire de Mali, c'est qu'effectivement, les coopérants, les conseillers militaires russes qui sont sur place aident les Maliens, mais leur donnent des armes de qualité, leur donnent des moyens aéroportés et surtout des hélicoptères de combat, donc c'est une meilleure méthode pour attaquer et pour pouvoir localiser les groupes dits terroristes et djihadistes. Ils leur donnent ces moyens, comme ça, pour une fois, un État un peu honnête donne la possibilité à des États du tiers-monde de pouvoir utiliser du matériel de qualité et de haute technologie, de savoir les utiliser, donc dans le but simplement d'éradiquer un phénomène qui n'a pas été qui a été clairement voulu par l'Occident. Je veux dire, quand on détruit l'Irak et qu'on a du terrorisme partout et que l'État islamique naît en Irak, quand on détruit la Syrie et qu'on a tout un tas de groupements terroristes, d'ailleurs encouragés par la France, je le rappelle quand même, quand on détruit un peu partout et qu'on crée des mouvements de division, d'insurrection, des divisions ethniques ou religieuses, eh bien, l'intérêt de celui qui fait ça, il est clairement évident. Son but, c'est de fragiliser les pays, de les atomiser et de les contrôler. Et ils espéraient effectivement que les Russes ne soient pas en mesure de réagir. Sauf que les Russes sont très, très stratèges. Ils ont l'habitude de ce genre d'intervention. Ça a toujours été fait d'ailleurs. Ils l'ont fait en Asie, ils l'ont fait en Amérique du Sud. Les Russes apportent des conseils militaires dans le but de pouvoir soutenir le pouvoir local. Et je pense que s'ils proposent un règlement du problème en 6 mois, ils l'ont prouvé en Centrafrique, c'est largement à leur portée parce qu'ils ont dû identifier les difficultés. Ils ont vu la façon dont la France faisait barrage aux forces maliennes pour pouvoir en finir avec ces terrorismes. Donc les Russes leur proposent non seulement du matériel, de la formation et une action coordonnée, concertée, efficace. Mais Gamal, il s'agit quand même, il faut bien le reconnaître, de 2 théâtres différents. Au niveau de la Centrafrique, c'était une zone équatoriale. Et là, du côté du Mali, c'est assez désertique. Est-ce que les délais sont tenables ? Largement, puisque la Centrafrique, vous dites, c'est équatorial. Donc, il y a des zones dans lesquelles on peut se cacher. Le Mali, c'est un désert. C'est un peu comme l'Irak, c'est des déserts. C'est très facile de venir à bout de pays comme ceux, enfin, de mouvements qui se cachent, qui ont des moyens logistiques très réduits, finalement, parce ils sont obligés d'aller piller des villages pour obtenir un soutien pour manger. Je veux dire, la logistique, c'est la nourriture et l'approvisionnement en armes. Oui. Donc, il ne faut pas longtemps pour les Russes qui ont des moyens
de contrôle, de détection, qui ont des satellites, qui voient exactement comme les Français ce qui se passe du ciel et qui sauront mener des attaques. Donc oui, le délai est largement tenable, surtout s'ils travaillent avec l'armée malienne. C'est-à-dire que là, c'est contrairement à la France qui était devant l'armée malienne et qui interdisait à cette armée d'aller dans les bases militaires dans lesquelles les Français étaient, donc c'est une occupation de fait. Les Russes ne proposent pas ça. Les Russes accompagnent l'armée et donnent des renseignements, parce que c'est plus important dans les guerres de ce type, c'est le renseignement. Donc être capable de cartographier le terrain, être capable d'identifier les foyers d'insurrection ou de guerre ou des guérillas et pouvoir attaquer de façon très vive. Et quand les Russes attaquent en général, je n'ai pas besoin de faire l'article, des centaines de fois ils sont intervenus en différents théâtres d'opération, ils mettent les moyens considérables pour réduire le problème. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas la possibilité aux groupes terroristes de se disséminer. Et oui, c'est largement faisable parce que c'est un désert. Et vous faites bien de rappeler que dans un désert, il n'y a pas beaucoup de caches. On a quelques oasis, quelques petites montagnes qui se cachent par-ci par-là, mais en règle générale, vous identifiez très rapidement la problématique. Et j'en veux pour preuve, par exemple, ce qui s'est passé, pour prendre l'exemple de l'Éthiopie, par exemple, ils se sont donné des moyens technologiques de haute technologie, des drones de combat, donc ils ont tenu le ciel. En même moins de 15 jours, ils ont éradiqué la problématique, alors qu'ils étaient soi-disant à 2 pas de perdre. Bien, c'est pareil pour le Mali. Il faudra vraiment, je m'attends à un délai très très court, pas 6 mois, mais je pense même en 2-3 mois, la question sera réglée, parce qu'en face, comme en Algérie, à une menace, quand on emploie des moyens très très puissants et qu'on est déterminé et qu'on va en finir, et ben on arrive au résultat qu'on veut. Je rappelle que la France y a mis 8 ans et qu'on avait l'impression que c'était une sorte de petit déjeuner entre amis. C'était très compliqué d'imaginer qu'il y avait une lutte efficace contre ces organisations. Linda Larbaoui, alors on a bien compris, vos prédécesseurs nous décrivent quand même une Russie qui est suffisamment prête, Linda, et la Russie est prête, il y a un mental d'acier, il y a les moyens, elle a les moyens de sa politique de déploiement sur plusieurs fronts, et donc pas de risque d'épuisement. Mais peut-on en dire autant du Mali, je veux dire des autorités maliennes qui subissent quand même la pression à la fois des pays voisins regroupés au sein de la CEDEAO, mais aussi de la communauté internationale conduite par la France? Par rapport aux Maliens, les Maliens ont beaucoup moins de pression maintenant parce que les Russes sont là. Donc, il n'y a pas de marche arrière. C'est terminé. Et par rapport à la CEDEAO, je l'ai déjà dit, le Mali est en train de tourner le dos à la CEDEAO qui ne lui a rien apporté finalement dans cette histoire, bien au contraire. Vis-à-vis des Russes, les Russes, ils ont un allié dans la région qui est l'Algérie. Il y a quelques mois, on ne comprenait pas, celui qui ne suit pas ce qui se passe dans le Sahel ne comprenait pas. L'Algérie a déjà sécurisé le plus grand point d'eau qu'il y a dans la région, qui est dans la ville de Timiaouen, c'est vraiment vers les 3 frontières, Niger, Mali, Algérie. Donc, il suffit de prendre possession de quelques points d'eau où se ravitailler justement les terroristes. Et puis, il y a des zones un peu stratégiques. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, elle a aussi des satellites, donc elle suit clairement ce qui se passe. Donc les Russes, ils ont un allié, ils ont une connaissance du terrain puisqu'ils sont présents avec l'Algérie dans le Sahara par rapport à ce que les deux armées font ensemble, tout ça. Et puis il y a l'armée malienne qui est déterminée. L'armée malienne est épuisée. C'est elle qui paye le grand tribut de cette guerre. Il y a des morts, il y a des attaques, et puis il y a les civils. Les civils, ils vont faire certainement comme on a fait en Algérie, on va déplacer les civils en attendant de tout raser et de tout débarrasser. C'est ça qui se passera certainement. Il y a l'armée algérienne qui va rentrer en jeu, hein. Je le dirai tout à l'heure et j'expliquerai tout ça, mais c'est en très très bonne voie. Et les Russes, encore une fois, ils sont là pas pour négocier ce que notre ami Gamel a dit et ce que notre ami Luc Michel l'a dit aussi. Ils sont là pour faire un travail, pour une logistique, pour entraîner une armée déterminée à reprendre le terrain et protéger sa population. Pour boucler le tour de table, Fabrice, est-ce que finalement, comme ce fut le cas en RCA, les Russes ne seront pas obligés de rentrer eux-mêmes en guerre contre les djihadistes? On le sait, en République centrafricaine, initialement, la mission était de former les FACA, fournir le matériel et bien sûr les amener à mieux comprendre l'utilisation de ce matériel. Mais finalement, on a vu quand même des Russes qui se sont sentis obligés de riposter à un moment donné, et ce qui a produit des bons résultats. Est-ce que ce ne sera pas le cas au Mali? En Centrafrique, il y avait quand même la volonté très forte de la part de la France-Afrique, de Paris pour parler très clairement,
de saboter, évidemment, entre guillemets, cette arrivée des Russes, mais je dis entre guillemets parce que ça faisait quand même 2-3 ans qu'ils étaient présents à certains niveaux, par simplement la mobilisation de tous ces groupes dits rebelles, qui sont en fait que des bandits de grand chemin, pour reprendre, vous voulez refaire un coup d'État, pour remettre l'ancien président, l'ancienne marionnette à la place, évidemment, à Bangui. Là, on est dans une autre situation, puisque le pouvoir aujourd'hui au Mali, c'est l'armée, soutenue par la population, et les groupes terroristes, souvent, soit effectivement sont des locaux avec lesquels peut-être certains arriveront à négocier, puisque les Russes proposent toujours une chose: vous vous rendez, mais dans le cadre effectivement de négociations, lorsque ce sont des locaux, négociations pour arriver à une forme de concorde nationale, ou alors vous disparaissez. Mais disparaissez, évidemment, on a bien compris le mot, on efface le problème. Voilà quelle est la situation, et je pense qu'effectivement, la situation, je dirais même, elle est plus simple qu'en Centrafrique, de par le terrain, comme ça a été rappelé, de par certainement aussi la volumétrie, en allons dire, de ce problème terroriste. Et puis, on va dire qu'avec ce qui s'est passé en Centrafrique, la Russie a aussi un peu, on va dire, rodé sa façon de travailler en Afrique vis-à-vis de ces groupes terroristes. Donc moi, je ne vois pas effectivement de problème, je dirais. Oui, mais Fabrice, que ça mette 3 mois, 6 mois ou 1 an, pour moi, peu importe. Tout ce que je sais, c'est une certitude, c'est que le futur du Mali, c'est un futur sans terroristes. Oui, alors vous parlez d'un théâtre quand même qui est un peu plus accessible, c'est-à-dire c'est le désert comparé à la Centrafrique, mais les informations que nous avons quand même nous font savoir que sur le plan militaire, les djihadistes dans le Sahel sont plus armés que les rebelles qui étaient du côté centrafricain. Est-ce que ce ne rend pas un peu la tâche difficile? On va dire étaient plus armés. Et puis, la chose que n'avait pas évidemment l'armée malienne, ce sont les moyens aériens. Pour se déplacer, le plus simple, ce sont les hélicoptères. Et quelle est la première livraison qu'a fait la Russie pour l'armée malienne? Naturellement, ce sont des hélicoptères. Oui. Donc, vous avez bien compris que ce n'est pas au hasard, il n'y a pas de livraison ou d'achat d'armes au hasard pour se faire plaisir. Ils sont là justement pour permettre le déploiement rapide de l'armée malienne sur les points où il faut qu'ils soient. Jusqu'à présent, c'était simplement l'armée française qui avait ces moyens. Aujourd'hui, l'armée malienne les a. Très bien. Alors, nos deux sujets étant liés, Luc Michel, puisqu'il s'agit tout simplement de la continuité, et là on parle de l'Allemagne, sa présence dans le Sahel et notamment au Mali, l'Allemagne qui pourrait mettre un terme à son engagement militaire dans le pays. Comment ça s'explique, Luc Michel? Écoutez, vous savez que je suis le premier en Afrique dès 2014 à avoir parlé du retour de la Grande Allemagne, et nous avions fait des missions du grand jeu géopolitique avec vous, d'ailleurs, Bachir, sur ce sujet. Oui. En 2013, il y a eu un grand débat de géopolitique qui était mené à Berlin. Il était initié par le ministre des Affaires étrangères Steinmeier. Il a décidé que l'Allemagne devait revenir en Afrique. Et dans la logique de la conférence de Berlin un siècle plus tôt, il expliquait avec cynisme qu'il existait de la main-d'œuvre bon marché, des matières premières accessibles et bon marché. À partir de 2013, donc, la Bundeswehr est intervenue précisément dans le cadre de la mission militaire de l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, les Occidentaux, les Américains, l'OTAN et les Français faisaient ce qu'ils voulaient en Afrique. Mais à partir de 2015-2016, la Russie est arrivée de retour sur les champs de bataille de la guerre froide, comme disent les géopoliticiens du think tank américain Stratfor. Et bientôt, évidemment, à partir de 2019, les États-Unis ont rompu avec la France. Ça a été la nouvelle politique africaine de Donald Trump et de Bolton, et ils ont décidé d'américaniser la guerre du Sahel et donc de redéployer la guerre du Sahel non plus au Mali, mais au Niger. À Berlin, Mme Merkel a perdu à l'été 2020 le pouvoir. C'est une nouvelle coalition. Elle est constituée des libéraux, des écologistes et des sociodémocrates, c'est-à-dire des 3 partis les plus alignés sur Washington en Allemagne. Dès lors
l'Allemagne de Berlin, elle soutient totalement la politique américaine au sein de l'OTAN. Elle a lâché la France. Elle appuie le redéploiement au Niger, d'ailleurs, de l'OTAN et des États-Unis. Et déjà, Berlin a annoncé d'ailleurs que ses troupes au Mali allaient être redéployées au Niger. C'est cela qu'il faut retenir. Une fois de plus, c'est l'arrivée des Russes en Afrique qui a changé la donne géopolitique. La toute-puissance de l'US Army, de l'armée française ou de la Bundeswehr, c'est un fantôme. Aujourd'hui, c'est l'existence de l'armée russe, c'est l'existence d'un acteur non étatique qui sont les paramilitaires russes qui mènent la guerre hybride. Il y a d'ailleurs quelque chose d'amusant. Vous savez qu'il y a une propagande qui est menée par Washington et Paris qui dit que justement les Russes ne quitteront plus le Mali et qui dit qu'ils vont s'emparer du pays. C'est exactement la même propagande qui est déployée depuis 48 heures pour le déploiement des Russes au Kazakhstan. Le ministre Anthony Blinken a voulu faire de l'humour. Il a pris une gifle diplomatique. Hier, le ministre Lavrov a rappelé que les États-Unis n'apportaient que la mort, les viols et la désolation dans les pays qu'ils frappaient, et a rappelé toutes les aventures américaines depuis 50 ans, notamment la destruction de la Libye. C'est cela qu'il faut retenir. L'Allemagne, elle a lâché Paris. C'est ça la grande donnée. Elle va partir au Niger. Il ne faut plus l'attendre longtemps. À quoi a-t-elle servi pour terminer, évidemment? Au Mali, elle n'a pas servi à grand-chose, pas plus qu'en Centrafrique. En Centrafrique, les formateurs de l'Union européenne, ils faisaient s'entraîner les FACA avec des fusils en bois et des fusils en plastique, des jouets d'enfants. Comment voulez-vous sans vous entraîner avec le feu? Moi qui ai fait en Belgique la formation d'officier de réserve, vous savez, une des choses importantes qu'on nous apprenait dès le départ, c'est à subir le feu. On tirait à balles réelles au-dessus de nos têtes avec des jouets en plastique ou des jouets en bois. Évidemment, c'est une farce. Les Russes, eux, ils apportent des armes lourdes. Ils l'ont fait en Centrafrique. Ils sont également en train de le faire, évidemment, au Mali. C'est le changement de donne géopolitique. Très bien. Changement de zone géopolitique. Merci, Luc. Gamal Abina. Alors, Luc nous fait comprendre que les Allemands lâchent Paris, finalement. Mais comment est-ce que ça peut s'expliquer, puisque en lâchant Paris au Mali, la Bundeswehr se redéploie au Niger, qui est un autre théâtre, qui était comme une autre base, j'allais dire, qui est pratiquement acquise à la France. Alors là, pour comprendre la psychologie allemande, d'ailleurs, une vraie féminisation de la vie politique allemande, puisque ce sont des femmes qui en ont parlé, Christine Lambrecht et puis Eva Hogel, sont dans une interrogation. Est-ce qu'ils doivent ou pas rester au Mali? Et je pense que l'Allemagne, qui a quand même un passé très, très ancien sur la question du rapport allemand-russe, c'est un rapport qui est très difficile, puisqu'ils se sont fait la guerre au moins par 2 fois, et par 2 fois, ils ont perdu la guerre, même si sur la Première Guerre mondiale, ils avaient gagné. Mais quoi qu'il en soit, les Allemands ont une mémoire très longue. Déjà, ils ne sont pas en très bon terme avec la France. C'est une tradition de défiance permanente qui a toujours existé. Le couple franco-allemand est un mythe imposé par la défaite allemande, c'est tout. Mais surtout, il faut se rappeler, c'est que la Bundeswehr qui est déployée est une armée qui, au départ, est une armée qui ne devait même pas exister. C'est la réunification de l'Allemagne qui a accéléré la présence allemande et la volonté de vouloir faire d'une armée une armée de paix, faiseuse de paix. Parce qu'on a de très mauvais souvenirs de la Wehrmacht et surtout de la SS armée qui, à l'époque, avait fait des massacres à grande échelle. Donc les Allemands ont 2 raisons de vouloir reprendre leur revanche. La première, c'est parce qu'ils ont été humiliés après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, tout comme à la première. Et la seconde, parce qu'après la Première Guerre mondiale, on leur a volé tout leur empire, le peu d'empire africain qui existait de l'Allemagne en Afrique. Donc il y a eu très peu de pays, comme le Cameroun d'ailleurs, votre pays, mais globalement, l'Allemagne a tout perdu. Et elle a perdu devant la France, devant la Russie évidemment, devant les Américains. Bref, l'Allemagne est devenue une sorte de pantin permanent et l'Europe centrale est devenue occidentale de fait parce qu'occupée par les États-Unis. Donc les Allemands, ils jouent habilement leurs cartes, à la fois de coopérants, sécuritaires plus ou moins, et surtout, ils sont en rapport de concurrence avec la France. Ce ne sont pas des alliés, ce sont ce qu'on appelle les alliés objectifs, de fait, mais ce ne sont pas des alliés idéologiques. L'Allemagne, effectivement, est sous une énorme influence et pression américaine, ça c'est indiscutable, et c'est bien que Michel le rappelle, surtout avec ce nouveau gouvernement. Mais l'Allemagne aussi a ses intérêts personnels à défendre. C'est-à-dire qu'ils sont là pour montrer une image d'un pays plutôt médian, plutôt modéré,
qui ne promet pas tout et n'importe quoi, qui effectivement a apporté une coopération aux FAMA, et maintenant, semble-t-il, vont bientôt les quitter puisqu'ils laissent la place aux Russes. Ils ne veulent pas se frictionner avec les Russes. Évidemment, les Allemands sont très en recul par rapport à la Russie. C'est ceux qui sont le moins offensifs parce qu'ils ont un passé quand même qui les autorise plus à le faire. Mais surtout, les Allemands veulent effectivement se redéployer au Niger. C'est une sorte d'accord comme ça tacite qui va être avec les Russes pour leur dire on vous laisse la place et on s'occupe de la sécurité plus ou moins au Niger. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que fait l'Allemagne dans la région? Et puis, elle défend ses intérêts, ça on l'a bien compris, et ça a été rappelé par Luc Michel, des intérêts économiques, puisque l'Allemagne n'a quasiment aucune ressource minière, pétrolière ou gazière. Et surtout, l'Allemagne défend des intérêts géostratégiques, qui ne sont pas forcément les siens, mais qui en font partie. Et donc, qu'est-ce que peut apporter l'Allemagne dans la région? Pas grand-chose, mais par contre, ce redéploiement allemand est un redéploiement qui est consenti et réfléchi certainement par rapport à la position russe, parce que les Allemands savent parfaitement d'expérience, ils savent la raclée qu'ils ont pris avec les Russes à l'époque, que si les Russes s'engagent et cherchent à pacifier la région, ils utiliseront des moyens considérables pour le faire. Alors, il n'y a pas besoin de gros moyens, mais ils le font quand même, et les Allemands ne veulent pas se retrouver en porte-à-faux par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une part du gâteau à prendre derrière. Ils ne cherchent pas à faire comme les Français, être en rupture. Il ne sait pas un précaré allemand, la France-Afrique, c'est bien un problème français. Et donc les Allemands se placeront, comme ils le font très bien en Algérie d'ailleurs, ils se placeront pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Donc c'est une affaire surtout d'influence régionale, économique essentiellement, puisque les Allemands ont besoin de ressources minières et pétrolières et gazières, et surtout politique. Les Allemands ne peuvent pas s'autoriser à jouer le grand empire germanique comme ils l'ont été à une époque. Tout ça, c'est du passé. Donc je ne m'attends pas à grand-chose des Allemands. Ils vont toujours reculer, toujours composer et toujours s'arranger pour ne pas être ceux qui seront perçus comme une sorte de corps expéditionnaire à la française qui vient donner des soins à tout le monde et qui vient imposer ses vues sans jamais évidemment apporter de concours sérieux. Linda Larbaoui, du désengagement militaire allemand au Mali, est-ce que les Maliens devraient s'en inquiéter? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les Allemands ne vont pas rentrer en guerre contre les Russes. Ils ont besoin du gaz russe, mais ils ont besoin aussi d'un appui russe. Oui. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, que l'Allemagne, c'est un pays de fabricant d'armes. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut en Afrique? Il nous faut des armes pour avoir la paix. Donc, il y a ça aussi. L'objectif des Allemands, c'est d'avoir un marché ouvert. Donc, ils ne partent pas définitivement de l'Afrique parce qu'ils sont dans l'Europe et c'est la France qui a entraîné tout le monde là-bas. Donc, ils ne veulent pas se fâcher avec les Français, mais ils ne vont pas non plus se fâcher avec les Russes. Les Allemands se retournent plus vers les pays de l'Est que vers les pays de l'Ouest. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais les Allemands, aujourd'hui, je suis d'accord avec nos camarades, ils cherchent plus un intérêt, mais un intérêt économique plus qu'autre chose. Mais ils ne veulent pas non plus laisser le terrain libre à la France pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et il y a les Espagnols aussi qui sont très liés aux Allemands. Donc, on les retrouve aussi en Afrique du Nord avec l'Algérie. Donc, il y a un intérêt commun. Il y a aussi la vente des armes parce que l'Algérie, déjà, a un contrat aussi avec Mercedes, des voitures militaires Mercedes. Donc, il y a un intérêt pour équiper des militaires et des pays africains au niveau des armées. Voilà, Fabrice Beyor à présent à la parole. Fabrice, juste en rappelant que l'Allemagne compte environ 1350 soldats au Mali, repartis entre la mission de formation des forces maliennes, les FAMA, donc, conduite par l'Union européenne, je précise, et puis la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Est-ce qu'un éventuel retrait des troupes allemandes ne va pas fragiliser quand même l'Europe, l'Union européenne, j'allais dire, qui est présente au Mali? Je ne vois pas pourquoi on va dire fragilisée, je veux dire qu'elle est fracturée, et c'est une bonne chose. Oui. Pour la simple... Je ne vais pas répéter ce qui a été dit auparavant, puisque je le partage intégralement. Ça a été très bien expliqué. Je préciserai simplement que les Allemands, évidemment, enfin Berlin, ne généralisons pas avec le peuple, mais que Berlin voyait d'un mauvais œil, comme il disait, la junte malienne. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas le même discours avec la junte à Kiev, mais bon, c'est pas grave. On en reparlera certainement tout à l'heure. Et ils avaient effectivement ils ont toujours donc des soldats pour la formation. Mais ont-ils montré une meilleure efficacité que les Français? Non, je ne pense pas.
sont aussi inutiles que les Français. Et comme ça a été indiqué, ils ne vont pas faire plus que cela, ils ne vont pas essayer de s'incruster, ce n'est pas leur précaré. Ils vont où les Américains leur disent d'aller. Ils ont un marché effectivement à défendre, donc non plus ils ne veulent pas tellement finalement se mettre à dos certains pays africains. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre une part, entre guillemets, du gâteau que l'OTAN lui promet, mais finalement sans se fâcher avec tout le monde. Voilà, c'est à peu près leur politique. Ils ont évidemment, il y a un retour de l'impérialisme allemand, c'est une évidence, mais ils n'en ont pas à l'heure d'aujourd'hui les capacités. Maintenant, avec le développement de l'affrontement du bloc occidental avec le bloc eurasien dans le cas précis entre l'OTAN et la Russie, peut-être qu'effectivement les États-Unis joueront sur la carte allemande, mais au sein de l'OTAN, les États-Unis jouent plutôt sur la carte contre la Russie, sur les pays de l'Est. La carte allemande, même si effectivement vous avez un gouvernement qui est encore plus atlantiste que pouvaient l'être les autres, puisque c'est qu'une question de degrés, hein, ils sont tous atlantistes en général en Allemagne, je ne suis pas sûr que la population suive. Sérieusement, de par l'expérience historique qui a quand même marqué le peuple allemand et qui les indispose aux aventures militaires. Je ne pense pas que ça ira plus loin que cela. Maintenant, évidemment, tout va se jouer sur le Niger, puisque pour moi, le Mali, c'est déjà une affaire qui est close. C'est juste une question de temps pour que on ne parle plus effectivement de mission européenne et qu'on ne parle plus même de mission des Nations Unies. Et encore ça, c'est une autre histoire, puisqu'on sait très bien que les Nations Unies, on le voit bien en Centrafrique, c'est encore la dernière carte que joue le bloc occidental pour avoir un pied dedans. C'est un peu le cheval de Troie. Puisque vous avez encore une minute sur le chrono ici, est-ce que finalement on ne pourrait pas interpréter cet éventuel départ de l'Allemagne comme une sorte d'allégeance, si vous voulez, à la Russie et avec qui elle a des relations quand même commerciales très fortes? Est-ce que ce ne serait pas une manière de compenser la Russie et dire ok, je dégage du terrain pourvu que ça aille bien hein, dans nos affaires? Et tout à l'heure, Linda le rappelait, l'Allemagne dépend fortement du gaz russe. Non, c'est deux choses vraiment qui sont séparées. Même chez les Russes, c'est un deal qui a été fait entre Berlin et Moscou. Berlin, les gens qui décident véritablement, hein, ceux qui pèsent, c'est-à-dire les grandes corporations, pour parler très clair, avec la Russie, où ils mettent tout ce qui est avec le gaz, les ressources énergétiques, de côté de la politique. Là, en Afrique, on est vraiment, même s'il y a évidemment des intérêts économiques, puisque les interventions impérialistes ont toujours ces intérêts-là, il n'y a pas de confrontation, enfin il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de deal possible à faire. Il n'y a pas de, comment on va dire ça, il n'y a pas de je te donne, tu me donnes. La Russie ne vient pas en conquérant et l'Allemagne, ce n'est pas la France-Afrique non plus. Donc non, c'est vraiment, il faut toujours voir ça sous comme ça a été indiqué, le fait que l'Allemagne n'a pas envie de partager les malheurs de la France dans cette question. Ironiquement, hein, évidemment, j'indique les malheurs de la France. Et comme je le répète, fait ce qu'on lui dit de faire dans le cadre de l'OTAN. L'armée allemande n'a pas véritablement une autonomie. Elle a une autonomie peut-être dans le cadre de l'OTAN. Et l'OTAN, le commandement général, c'est Washington, évidemment. Ce n'est pas Berlin. Mesdames, une transition et on va à l'actu géopolitique. Et bien sûr, nous commençons l'actu géopolitique par Linda Larbaoui. Linda, c'est votre sujet à vous seul, l'insécurité au Mali, vers un soutien d'Alger à Moscou. Selon les informations à notre possession, informations non officielles bien sûr, l'Algérie aurait accepté l'utilisation de son espace aérien par la Russie pour mener des opérations au Mali. Alors, dites-nous tout. Il n'y a pas que ça. Là, depuis la visite du ministre en Algérie, j'ai essayé de voir plus clair par rapport à ce qu'il y a comme information. Donc, il est question d'envoyer 400 à 500 instructeurs au Mali, et ça, c'est à la demande des Maliens, des Russes et des Français. Donc, ça, c'est nouveau. Justement, par rapport à la propagande qui est en train
qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux, comme quoi les Russes sont là pour rester, ne pas repartir. Donc ça arrangerait les Russes que des instructeurs, je parle bien d'instructeurs algériens, pour venir aider les instructeurs russes. Alger n'a pas donné son refus. Ça arrange les Français. Pourquoi? Pour la simple raison que les Français qui ont boycotté la présence des Algériens au Mali pour aider les Maliens à s'en sortir au niveau du terrorisme, ça fait presque 1 an qu'ils boycottent. Maintenant que les Russes sont là, ça n'arrange plus les Français. Donc, pour assurer des négociations avec le gouvernement de Bamako au niveau politique ou au niveau intérêt aussi, ils aimeraient bien avoir l'Algérie en place qui, elle, fera le lien entre les 2 pays sans passer par les Russes. Ça arrange les Maliens. Pourquoi? Pour la simple raison justement de calmer la population s'il y a un retour, si les gens, si on essaye par rapport à cette propagande de soulever les gens contre les Russes. Donc ça apaise l'attention de tout le monde. Il y a aussi autre chose, il y a que l'Algérie, l'armée algérienne a décidé de commercialiser ce qu'elle fabrique. Et ça coûterait beaucoup moins cher à l'armée malienne, comme le textile, comme... aussi, il y a des hélicos, il y a des drones, et puis il y a aussi les munitions. Donc, il est préférable de les prendre à un pays voisin, et au niveau de la main-d'œuvre, c'est moins cher, donc ça coûterait moins cher, que de les prendre, de les acheter ailleurs. En plus, il peut y avoir des arrangements par rapport à la zone de libre-échange qui est en train de se former. Ça, au niveau du deuxième point. Au niveau du 3e point, la connaissance du terrain, pour les Algériens, elle est acquise. C'est des gens du pays, du Sahel, donc ils peuvent aider les Russes à avancer davantage. Et ce qui joue aussi, c'est que les Algériens ont l'habitude des tribus Azawad et ils savent négocier avec eux, chose qui peut faciliter, ça peut faciliter la chose aux Russes et aux Maliens par rapport au problème de Azawad qui avait tout ça. Donc il y a toute une aide qui peut être apportée au Mali et aux instructeurs russes par rapport à ces instructeurs-là qui doivent intervenir. Alger, pour le moment, n'a pas donné son refus, donc je pense qu'il va y avoir ce trio entre l'armée malienne et algérienne et russe. Donc ça va dans le bon sens et ça s'arrangera. Alger n'a pas donné donc son refus, une manière de nous dire qui ne dit rien consent, c'est ça? Oui. Très bien. Oui. Maintenant, il y avait une véritable pression sur Alger, hein, oui. Parce que tant que la France était là, elle a tout fait pour que les Algériens n'interviennent pas. Il faut revenir à il y a quelques mois en arrière, quand le patron d'Africom est venu pour essayer, il était contre que les Français restent. Il voulait céder la place à l'Algérie, la France s'est opposée. Maintenant, c'est tout le contraire qui se passe. La pression française, elle est très forte. Et ils veulent que Alger collabore avec les Russes. Déjà, ils pensent, par rapport aussi à après, c'est-à-dire après le terrorisme, le jour où les Maliens demanderont aux forces russes de partir. Donc, il y aura les forces algériennes aussi qui vont quitter. Donc, il n'y aura pas de souci. C'est à ça que pense la France plutôt. Parce qu'elle, c'est une force d'occupation. Elle pense que tout le monde est venu pour occuper le terrain. Donc, et elle veut aussi garder une porte pour négocier des marchés au Mali, sachant que Alger a soutenu le gouvernement en place, elle a soutenu le peuple malien. Donc, ça sera toujours une porte ouverte pour la France en passant par Alger. À aborder le sujet qui intéresse Fabrice Béor. Pourquoi la Russie s'estime menacée par l'OTAN? Fabrice, sur fond de tensions aiguës autour de l'Ukraine, la Russie de Vladimir Poutine exige publiquement des Occidentaux qu'ils renoncent à leur expansionnisme militaire en Europe de l'Est tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir là-dessus? Il faudrait plusieurs émissions, mais on va essayer de résumer très rapidement.
la géopolitique américaine, moderne tout du moins, est aux mains des néoconservateurs américains, qui sont bipartisans, ils sont d'un côté ou d'un autre, telle n'est pas la question. Leur géopolitique, quelle est-elle? Quelle est leur vision? On va essayer aussi de raccourcir. Pour continuer la domination américaine sur le monde, sur lequel fonctionne leur économie, puisque c'est une économie parasite, elle a besoin d'éliminer tous ce qu'elle considère comme des concurrents, des adversaires, des ennemis. Quels sont ses adversaires et ses ennemis? C'est une puissance continentale, puisqu'elle se considère à juste titre comme une puissance thalassocratique, c'est une puissance maritime. D'où d'ailleurs l'importance des flottes américaines, d'où l'important, comme a précisé Luc Michel dans une précédente intervention, qu'aujourd'hui, avec les nouveaux armements russes, cela remet en cause justement ce point important, on va dire le point le plus important qui permet justement aux États-Unis de pouvoir être sur tous les continents du monde, sur toutes les mers du monde. Et donc, pour eux, il faut contrôler l'Eurasie. Pour contrôler l'Eurasie, l'État central, c'est la Russie. Donc, leur volonté, leur peur, en fait, c'est de voir soit une union entre la Chine et la Russie, ou un bloc eurasiatique, ou alors, effectivement, de cette union des deux Europes, qui est l'union qui se construit autour de Moscou, l'Union économique eurasienne, et on va l'appeler, je ne dis pas l'Union européenne, parce que pour moi, ce n'est pas l'Europe, mais l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale. Puisque vous unissez l'Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne ou Dublin, comme l'on vous souhaite, vous avez la première puissance économique du monde, et c'est donc la fin de la domination américaine. Pour cela, il faut diviser. Pour ça, diviser les deux Europes. Ils créent des conflits. Ce qu'ils ont fait en Ukraine et ce qu'ils font aujourd'hui au Kazakhstan. D'une manière plus indirecte, mais ils le font quand même. Et donc, la politique américaine a toujours été de pointer la Russie comme l'ennemi principal. On le voit bien avec la propagande des médias de l'OTAN dans le monde occidental, où vous avez jamais, ou alors c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, un reportage sur quelque domaine que ce soit positif sur la Russie. C'est très, très rare. Vous avez, et souvent d'ailleurs dans la rhétorique des médias de l'OTAN, vous avez même un lexique qui commence à se rapprocher de plus en plus du lexique nazi de la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas très loin du barbare asiatique. Hein. Et on a enlevé le mot juif dedans parce que c'est plus à la mode, mais on n'en est pas très loin. Et donc, vous avez aujourd'hui cette politique où Poutine, depuis 2014, a posé un stop 2014 en Crimée, puisque la volonté américaine, c'était le port de Sébastopol. Et s'ils avaient pris le port de Sébastopol, ils passaient à l'étape suivante, c'est-à-dire remettre le terrorisme dans le Caucase du Sud, puisque leur plan final, c'est de détruire la Russie en plusieurs États qui seraient évidemment officiellement souverains, mais totalement inopérants, et ce qui leur permettrait de pouvoir continuer à dominer l'Europe, puisque l'Europe, c'est leur première des colonies. Donc, je l'ai fait un peu rapide, ça demanderait plus de développement, mais aujourd'hui, et en particulier, ça a été très clairement indiqué, j'ai une chaîne pro-russe sur Internet que j'ai appelée Russosphère. Il y a une vidéo où on a traduit, on a sous-titré en français une des réponses de Vladimir Poutine à sa dernière conférence avec les médias. C'était une journaliste américaine ou anglaise, je ne me rappelle plus, qui lui demandait si la Russie pouvait donner des garanties qu'elle n'allait pas agresser de nouveau d'autres pays. Et Poutine a simplement indiqué, mais qui c'est qui a fait avancer l'OTAN? Qui c'est qui met des bases de missiles de plus en plus proches de nos frontières? Qui c'est qui soutient les gouvernements qui sont arrivés au pouvoir par un coup d'État? Il parlait évidemment du Maïdan en Ukraine. Il précisait, on est à la porte de notre maison, on ne peut plus reculer. Et d'ailleurs, cette vidéo dont je vous parlais, on l'a intitulée « Contre l'OTAN, plus un pas en arrière ». C'est évidemment une paraphrase par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est exactement cela. En Russie, aujourd'hui, la position et le sentiment non seulement des élites, mais même du russe moyen, ça suffit. Ça suffit. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où vous avez évidemment les États-Unis qui commencent un peu à pousser, mais remarquez une chose, peut-être que j'interviendrai encore, mais remarquez une chose, c'est que lorsque la Russie aujourd'hui, là, en ce qui concerne l'Ukraine, a posé presque un ultimatum aux États-Unis et à l'OTAN, on voit le répondant des États-Unis, c'est les sanctions les plus... Enfin, c'est un embargo. Il promet un embargo comme contre la Corée du Nord, comme
contre l'Iran, contre la Syrie. C'est un embargo total, ils veulent couper SWIFT, plus d'exportation vis-à-vis pour la Russie, interdire aux pays du monde de commercer avec la Russie. Mais si les États-Unis, dans leurs menaces, sortent en fait n'ont plus rien derrière, ils n'ont plus rien d'autre à part la guerre, c'est qu'effectivement la Russie a pointé le doigt où il fallait. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où vous voyez les États-Unis qui hurlent beaucoup sur la Russie, mais comme a dit Poutine, aujourd'hui, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. La situation est très, extrêmement claire. Il l'explique très clairement. Mais est-ce que vous avez vu dans les journaux occidentaux reprendre non seulement la question de la journaliste, mais l'intégralité de la réponse de Poutine, qui dure peut-être même moins de 5 minutes? Non, absolument pas, puisque ça voudrait dire porter l'information et après que les gens puissent faire leur propre jugement par rapport après avec deux positions. Mais la position russe n'est jamais expliquée. Mais la position russe à l'heure d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle arrête le langage diplomatique, de discuter avec ses partenaires, et aujourd'hui, elle pose ses conditions. Et elle peut poser ses conditions parce que quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a fait une proposition qui était celle de créer une maison commune européenne, de Vladivostok à Lisbonne d'ailleurs. On disait on va tout remettre à plat, on va parler de la sécurité, ainsi de suite, mais c'était bon, il n'y a plus d'OTAN à ce moment-là, il n'y a plus besoin des États-Unis. On va créer un marché, économique entre nous, des relations politiques apaisées et sécuritaires. Ça a bien évidemment été refusé, puisque ça voulait dire la fin de la présence américaine et donc de la domination américaine sur l'Europe. Et donc, depuis, nous avons, les Américains, comme toujours, ne savent pas s'arrêter et poussent leur pion de plus en plus loin, sauf qu'aujourd'hui, Poutine, et je le répète, a indiqué, nous sommes au palier, nous sommes au pied de notre maison. Nous sommes devant notre maison. On ne peut plus reculer. C'est ça que vous ne comprenez plus. Et il a indiqué très clairement, il faut vraiment écouter cette vidéo, parce qu'elle est extrêmement claire, elle est expliquée dans un lexique très simple et avec des faits simplement posés tels qu'ils sont et d'une manière chronologique. Et ce qui est assez affligeant, c'est d'arriver de voir le monde médiatique occidental et un journaliste, entre guillemets, et ça se voit même dans le visage quand ils posent des questions et quand ils attendent, ils sont soit très méprisants et quand ils ont la réponse, ils sont assez éberlués. Ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur expliquer puisqu'ils vivent dans leur propre monde. Je comprends bien qu'au Pentagone, on voit bien la réalité, qu'on ne fait pas partie de ce milieu théâtral avec tous ces petits collabos, parce que je ne les appelle pas autrement, moi, en général. Mais on est vraiment dans une situation où vous avez la Russie face à l'extension de l'OTAN, à l'agressivité de sa politique vis-à-vis d'elle, a décidé de réagir. 2014, la Crimée. 2015, la Syrie. Parce que si la Syrie tombait, il était bien évident que le Caucase, c'était la prochaine étape également des Américains pour lancer le processus de destruction de l'État russe. Aujourd'hui, ils ont voulu faire la même chose au Kazakhstan. Réponse sous 48 heures. Et d'un point de vue sécuritaire, puisque politiquement, c'est une autre question, c'est bien plus complexe que cela. Il y a beaucoup d'intervenants, dont des éléments internes, mais passons, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais vous avez une réponse aujourd'hui de la Russie. La Russie a démontré qu'elle pouvait militairement intervenir. Rappelons qu'elle intervient à la demande du gouvernement, elle n'intervient pas d'une manière unilatérale. Et c'est assez amusant de voir l'OTAN justement reprocher à l'organisation du traité de coopération sécuritaire d'intervenir dans sa zone, alors que lorsque les Russes demandent « mais vous faites des manœuvres quand même avec très proche de nos frontières », l'OTAN répond « mais ça ne vous concerne pas, c'est à l'intérieur de l'OTAN ». Eh bien, ça ne concerne pas les Américains puisque c'est à l'intérieur de l'OTSC. Voilà quelle est la situation. Aujourd'hui, c'est bien la Russie qui a repris les cartes en main. C'est pourquoi vous voyez tous les petits Roquets s'exciter. Je parle de Washington puisque les Européens ne font que suivre ce qu'on leur dit de faire en général. L'Union européenne n'est que le pendant de l'OTAN. L'OTAN est sous commandement américain. C'est pour ça que la Russie aujourd'hui, sur l'Ukraine, négocie avec les États-Unis, ou du moins essaye de négocier avec les États-Unis, et est passé au-dessus de leur tête. Et vous avez vu la présidente de la Commission européenne qui disait « non, il faut absolument passer par l'Europe ». Tu ne comptes pour rien, malheureusement, très chère présidente, absolument pour rien. Donc aujourd'hui, c'est bien la Russie et les États-Unis qui s'affrontent au niveau, partout dans le monde, en Europe, en Asie centrale,
en Afrique, c'est une réalité, mais aujourd'hui, la Russie a non seulement les moyens militaires, mais surtout la volonté, puisque, et je conclue dessus, je le répète encore une fois, mais il faut bien le comprendre, c'est l'état d'esprit russe, et tout du moins la position aujourd'hui. Nous sommes aux portes de nos maisons, nous ne pouvons plus reculer. Donc la Russie, aujourd'hui, va avancer. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a reculé quand elle a pris le coup. Aujourd'hui, c'est la reconquête. Pas d'O-Berlin, mais d'O-Washington. Très bien. Merci Fabrice. J'espère que ça répond aussi à cette question de notre téléspectateur Didier qui nous suit. Il me demande, Bachir, est-ce que vous pouvez demander à Fabrice pourquoi l'OTAN tient-elle absolument à fragiliser la Fédération de Russie? Alors, la réponse, on l'a déjà. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter en 30 secondes? Oui, la Russie, c'est le cœur de l'Eurasie. L'Eurasie permet géostratégiquement de contrôler le monde. S'ils détruisent la Russie, ils enlèvent l'alternative que peuvent avoir les pays européens de pouvoir trouver une alliance de Vladivostok à Dublin, de se débarrasser des Américains. Ils ont besoin, comme partout, ils ont besoin de menaces, ils ont besoin de tensions, ils ont besoin de chaos, ils ont besoin de terrorisme pour justifier leur présence militaire. Et hier, c'était l'ennemi soviétique, aujourd'hui, c'est l'ennemi russe, puisque c'est une constance géopolitique, comme je vous l'ai indiqué. La Russie, c'est le cœur de l'Eurasie. Pour eux, dans la géopolitique, il faut contrôler l'Eurasie. Donc, il faut tout faire pour contenir la Russie, tout faire pour diviser la Russie. Et pour cela, ils utilisent tous les moyens. L'OTAN, c'est leur moyen. Le terrorisme, c'est aussi un moyen. La révolution de couleur, c'est aussi un moyen. Ils utilisent tous les moyens pour leurs objectifs, puisque sans cela, sans leur colonie européenne, les États-Unis ne sont qu'une puissance régionale. Très bien. Merci Fabrice, j'espère que ça répond à la question de notre ami Didier. Eh bien, nous enchaînons et on parle du terrorisme une fois de plus et cette fois c'est avec Gamal Abina. Gamal, la France peut-elle contrer le djihadisme ou les djihadistes au Sahel? C'est une question et on la pose avec un constat tout de même. L'opération Barkhane n'est pas venue à bout des mouvements terroristes. Plus d'une dizaine de groupes djihadistes essaiment désormais dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est une très bonne question, Bachir, et c'est une réponse que je vais mettre en plusieurs aspects. D'abord, c'est une opération qui a duré 8 ans. Très surprenant pour éradiquer un mouvement terroriste, des mouvements terroristes, puisqu'il y en a 2 ou 3. Les Français n'avaient pas l'intention d'éradiquer ça. Ils avaient besoin d'un conflit de basse intensité pour légitimer leur présence sur place. C'est un grand classique qu'on connaît parfaitement. Vous êtes en difficulté, appelez-nous à l'aide. Donc, on demande au président local, souvent nommé par la France, de faire un appel à l'aide, et puis ils interviennent comme des héros, mais finalement, le résultat n'est pas à la hauteur des prétentions. Ensuite et surtout, les Français ont démontré plusieurs choses. Ils ont démontré par rapport à la guerre en Libye qu'ils ont une incapacité chronique à aéroporter. Ils ne peuvent pas porter de matériel militaire massivement, ni d'équipement, ni de soldats. Ils ne savent pas faire. Ils ont donc fait appel en Libye aux Américains pour obtenir ce résultat de la destruction totale, malheureusement, de notre pays les plus développés d'Afrique. Ensuite, en termes de renseignement, les Français ont des satellites. Ils ont les moyens, et largement les moyens, de pouvoir savoir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et quand on envoie des forces militaires dans des bases pour faire des guerres de position, alors qu'en face, ce qu'on appelle les djihadistes ou les séparatistes, eux sont dans des guerres plutôt asymétriques, donc de guérilla, on a du mal à comprendre la stratégie. Mais en vérité, face à une guerre asymétrique, souvent, les pays qui s'y emploient perdent la guerre. S'ils n'utilisent pas les moyens considérables pour éradiquer toutes les connexions, toutes les liaisons, toute la logistique mise en place par ces organisations dites terroristes, eh bien, ils perdent. Et il se trouve que la France a une longue tradition de défaite. Ça fait 200 ans que la France perd toutes ses guerres. On oublie toujours de dire que cette puissance très régionale, finalement, est incapable de mener une guerre à son terme avec une victoire au bout de la guerre. Depuis Napoléon, depuis les guerres napoléoniennes, qui sont leur dernière victoire, et d'ailleurs j'en veux pour preuve que tous les boulevards parisiens et toutes les places parisiennes sont nommés des généraux napoléoniens, ça vous donne un petit peu une idée de la fierté qu'ils ont par rapport à un des plus effroyables dictateurs au monde, et l'inspirateur de Hitler quand même, eh bien les Français, depuis ce moment-là, ont perdu systématiquement toutes les guerres. Ils ont perdu leur guerre face aux Allemands, et par 4 fois, pas 2 fois, mais 4 fois, soit aux Prussiens, soit simplement à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, ou en 70, et ils ont perdu toute leur guerre de décolonisation. Donc les Français ont une tradition de défaite militaire consommée depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que d'abord, la France a perdu de sa superbe en perdant ses empires, mais au-delà des empires, parce que la France s'est écrasée devant l'empire allemand. Et donc, la concurrence entre l'Allemagne et la France est évidente. Ils perdent leur guerre militaire, ils perdent leur guerre économique, puisque les Allemands sont super puissants par rapport aux Français. Et aujourd'hui, ils perdent leur guerre géopolitique et stratégique. C'est-à-dire qu'ils commencent à perdre leur influence dans leur ancien précaré africain. Il faut se rappeler que les indépendances ont été données à des petits caporaux locaux français qui étaient nommés par la France
donc des indépendances de façade dans les années 60, en 60 pour être précis, massivement, parce que De Gaulle s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas mener des guerres sur plusieurs fronts. Il a dit on va faire semblant de décoloniser d'un côté pour pouvoir concentrer nos forces sur l'Algérie, qui était le dernier gros empire colonial français qu'il ne voulait pas perdre. Bilan des courses, ils ont perdu l'empire colonial français en Afrique du Nord pour l'essentiel, même s'ils ont des influences importantes, et l'Algérie en particulier est une rupture totale, mais surtout, ils ont perdu leur crédibilité dans la région du Sahel et dans les pays de l'ancienne AOF. Pourquoi? Parce que les Français, qui se comportent toujours un peu comme des sortes de maîtres coloniaux qui donnent des leçons, des donneurs de leçons, ont prétendu pouvoir amener des paix civiles dans des régions dans lesquelles, manifestement, les mouvements séparatistes ou les mouvements terroristes sont les conséquences de la politique française. Donc, le double discours, et là on parle bien de fourberie, moi je parle de fourberie politique, je parle bien des politiques françaises, je parle évidemment pas des peuples qui n'ont absolument pas voix à la parole. Bien, ce double discours, il est parfaitement entretenu depuis des années, depuis toujours. La France a toujours fait croire qu'elle voulait développer l'Afrique, alors ça n'a jamais été le cas. Il leur vendait du matériel, il leur vendait des produits manufacturés, mais en aucun cas une volonté de développement. La France a voulu faire croire qu'elle voulait aider les États africains à avoir une armée solide et une sécurité, mais il leur vendait de la ferraille de mauvaise qualité et finalement garder pour eux le meilleur équipement militaire pour faire face à des organisations terroristes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus, ils ne sont même pas capables d'éradiquer les mouvements terroristes. La question qui reste à poser, c'est de savoir, est-ce que oui ou non, ils ne sont pas capables de le faire, ou l'intention française n'était précisément pas d'éradiquer les mouvements. Et quand on voit qu'ils se positionnaient par rapport à Berkane dans des casernes et qu'ils intervenaient que très rarement ou très faiblement pour aller en front line, se battre contre les terroristes, eh bien on se dit qu'il y a un problème, il y a peut-être un double jeu, une carte peut-être louche. Alors moi j'ai envie de vous répondre simplement, non, la France n'avait pas la volonté réelle d'éradiquer ce qu'ils appellent le terrorisme, donc des organisations plus ou moins structurées qui trouvent toujours des soutiens logistiques ailleurs, on ne sait pas où, bref, c'est très louche puisque les soutiens logistiques ne viennent pas d'Algérie, de moins en moins de Libye, donc c'est très étonnant. Et surtout, la seconde question qu'on doit se poser, c'est quel est l'intérêt de laisser ces conflits permanents dans la région, avec des meurtres, des massacres de villageois, de villes, des rançons que les Français payent systématiquement dès qu'il y a un Français qui est enlevé par une organisation. Ils payent les rançons, donc ils alimentent encore la machine terroriste. Quel est l'intérêt de le faire? Eh bien, la réponse est dans la question. C'est le fait d'avoir une présence militaire permanente dans la région. Et en comparaison, l'Amérique a été très claire. Quand elle a écrasé des pays et qu'elle a vaincu ses ennemis, elle laisse et occupe en permanence. C'est rare quand ils partent, que les États-Unis partent d'un territoire dans lequel ils ont fait la guerre, ils laissent une base permanente qui occupe le territoire. On le voit en Allemagne, les Allemands sont toujours occupés par les Américains, on le voit au Japon, on le voit en Corée du Sud. Alors que les Français, eux, ce n'est pas la même stratégie. Ils donnent le sentiment qu'ils s'en vont, mais ils laissent de façon permanente des petites bases. Et une fois de temps à autre, quand il y a une petite tension, qui sont renforcées par un envoi de troupes supplémentaires. Et donc, effectivement, la question, est-ce que les Français pouvaient ou voulaient vaincre le terrorisme? Je ne pense pas que ce soit le cas et qu'ils n'aient jamais voulu le faire. Et la deuxième question qui se pose, est-ce que les Africains de la région, donc ces 5 pays qui sont impactés par ce mouvement-là, ont intérêt à voir la France partir pour avoir un partenaire plus sérieux? La réponse est évidente. Évidemment, il vaut mieux que les Français partent puisqu'ils ont fait preuve d'une incapacité chronique durant ces 8 années. Puis, troisième aspect important, c'est que M. Macron, qui cherche sa réélection, lui est plutôt enclin à commencer à reculer sur la question du Mali et sur la question des bases militaires françaises qui coûtent très très cher aux Français parce qu'aujourd'hui, ça leur coûte plus cher que ça leur rapporte. Au départ, ce n'était pas vrai, mais aujourd'hui, c'est le cas puisque les dirigeants commencent à être en rupture avec la France. Donc, est-ce que les Français vont partir? Oui, ils partiront certainement. Est-ce que le Fonds de bon gré? Non, mais ils le sont obligés parce que les conditions économiques ne sont plus réunies pour qu'ils puissent continuer à occuper ces régions. Et est-ce que les Africains devraient se débarrasser de l'ancien tuteur colonial français? Oui, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas demander à celui qui vous a martyrisé de vous aider. Ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Donc, s'il y a bien un pays qui n'a rien à faire dans la région, c'est bien la France pour des raisons historiques évidentes. Quand la France colonisait, elle massacrait. Aujourd'hui, elle n'est pas là pour protéger. Voilà, Bina, voilà donc qui est clair. Et Luc Michel, nous terminons par vous. Un sujet très important, c'est celui sur l'Iran. L'Iran qui a annoncé le lancement d'une fusée en plein pour parler sur le nucléaire. Alors ceci est considéré quand même comme préoccupant par Washington. Une sorte de provocation, Luc? Écoutez, ce qui est préoccupant, c'est la volonté de guerre mondiale des États-Unis. Maintenant, oubliez tous les discours sur le nucléaire iranien, la bombe iranienne. C'est de la propagande israélienne et américaine. Ce qui est en jeu, c'est d'une part le secteur balistique iranien, d'autre part la politique de l'axe de la résistance. Quel est l'axe de la résistance? Au départ, c'était l'Iran
allié à la Syrie de Bachar el-Assad et au Hezbollah libanais. Aujourd'hui, c'est une politique et une géopolitique mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des Hezbollah dans tous les pays proches orientaux, il y a le Hamas en Palestine, il y a les comités de défense populaire en Syrie, il y a Ansar Allah au Yémen, il y a les Hajj al-Shalabi en Irak, et il y a les comités politiques au Bahreïn. Mais plus encore, l'Iran aujourd'hui développe une géopolitique internationale. L'Iran est présent en Afrique, dans le golfe de Guinée et en mer Rouge, et elle est présente en Amérique latine, aux côtés du Venezuela et aux côtés du Nicaragua. La politique de l'axe de la résistance, c'est ce qui a permis à l'Iran, à partir de 2006, d'inventer et de développer ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire la réponse asymétrique à la guerre occidentale, avec des acteurs non étatiques qui sont les différents Hezbollah. Donc les Américains, deuxièmement, l'Iran appuie l'axe de la résistance sur un secteur balistique extrêmement performant qui est supérieur par exemple au projet israélien le Dôme de fer et qui est capable de vaincre les patriotes américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce secteur balistique, il fait partie de la doctrine de défense de l'Iran. Et l'Iran, exactement comme la Corée du Nord, elle a tiré les leçons de la Libye, du désarmement unilatéral de Muammar Kadhafi, qui a conduit à la destruction de la Jamaïria. Ils ne désarmeront jamais. Grâce à ce secteur balistique, l'Iran arme ses alliés, notamment les milices partis non étatiques comme le Hezbollah ou le Hamas, qui aujourd'hui est capable de rivaliser, on l'a vu lors de la dernière guerre en Gaza et en Palestine, est capable de rivaliser avec l'armée américaine, l'armée israélienne. Donc, de quoi s'agit-il? Lorsque Trump, en 2017, a quitté le traité de Genève, qui réglait les problèmes non pas du nucléaire militaire, mais uniquement du nucléaire civil iranien, traité garanti par Londres, par Berlin, par Paris, mais aussi par Pékin et Moscou, que demandait Trump, c'est que l'Iran accepte de renégocier des conditions supplémentaires, c'est-à-dire l'abandon de ce secteur balistique et l'abandon de la politique de l'axe de la résistance. Lorsque les négociations ont repris au début de cette année avec l'administration de Joe Biden, qui marche dans les pas de Donald Trump, il faut le souligner, et avec les pays de l'OTAN, notamment les Français, les Britanniques et les Allemands, ils ont dit à l'Iran, nous sommes d'accord de revenir à Genève, mais il faut ajouter des clauses supplémentaires. Inévitablement, le secteur balistique est l'axe de la résistance. Soutenu par Moscou et par Pékin, l'Iran a dit non. L'Iran de 2021, c'est plus l'Iran de 2015. C'est la troisième grande puissance eurasiatique. Elle est membre à part entière du bloc de l'Est. Elle a adhéré il y a quelques semaines d'ailleurs comme membre à part entière à l'Organisation de coopération de Shanghai, mais surtout, elle a conclu des accords stratégiques et militaires avec la Russie, avec la marine russe. Le grand amiral Kandasi qui commande la marine iranienne, c'est l'architecte de la pénétration iranienne en Afrique. Il était à Saint-Pétersbourg il y a quelques mois pour fêter les 325e anniversaire de la marine russe créée sous Pierre le Grand, et ils ont des accords de 25 ans avec la Chine. L'Iran est soutenu totalement aujourd'hui par Moscou et par Pékin, mais plus encore, des mouvements comme le Hezbollah ou Ansar Allah, ils sont aujourd'hui reçus à Moscou. La neutralité russe vis-à-vis d'Israël, elle est terminée. Donc, les Iraniens qui sont au stade final pour tenter de renégocier Genève et de mettre un terme aux sanctions qui détruisent son économie, ils ont tracé une ligne rouge. Il n'y aura pas de négociation sur le secteur balistique et sur la politique de l'axe de la résistance. Et ils viennent de donner un avertissement fort, c'est l'envoi justement de ce missile qui a été expédié. Il faut souligner d'ailleurs que tout le bloc de l'Est est en train de dresser. Poutine a dressé il y a une semaine des lignes rouges. Il déploie 100 000 hommes aux frontières de l'Ukraine pour contenir l'OTAN. Il vient d'intervenir immédiatement contre la révolution de couleur parrainée par les États-Unis, l'OTAN et la Turquie au Kazakhstan. Jamais une révolution de couleur.
n'a été écrasé en si peu de temps. Et enfin, même la Corée du Nord a lancé un missile hypersonique justement hier. Donc l'Iran a décidé de se faire respecter et elle a décidé de faire comprendre aux Occidentaux, surtout aux Européens qui visent à reconquérir les marchés iraniens qu'ils ont dû abandonner à cause des États-Unis. L'Iran leur a dit, nous n'abandonnerons pas notre secteur balistique, nous ne cesserons pas la politique de l'axe de la résistance, qui au contraire aujourd'hui n'est plus proche-orientale mais mondiale. Enfin, un dernier mot, c'est que l'Iran a abandonné cette politique suicidaire qui était la politique religieuse. En 2015, sous le président Ahmadinejad, eh bien, l'Iran ne s'alliait qu'à des groupes de nature chiite religieuse. Aujourd'hui, c'est terminé. L'Iran pratique une géopolitique internationale sur des bases strictement géopolitiques, c'est-à-dire, par exemple, au Liban, elle est alliée au Hezbollah qui est chiite, mais est alliée aux partisans chrétiens de Michel Aoun, et elle est alliée au parti basse syrien d'obédience, au parti basse libanais d'obédience syrienne, qui est un parti sunnite et laïque. C'est la même chose avec Ansar-Allah. Ansar-Allah, c'est l'organisation, le Hezbollah des chiites yéménites qu'on appelle les Houthis, mais les Houthis, grâce à l'Iran, forment une coalition avec les sunnites de l'armée yéménite de l'ancien président Saleh qui est mort l'année précédente, et il mène également une politique d'alliance avec d'autres forces. C'est donc une géopolitique intéressante. Moi-même, je suis correspondant à Téhéran de Presse TV, qui est la télévision d'État iranienne, et évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui a des sympathies pour le chiisme ou d'autres, mais je soutiens l'Iran de toutes mes forces. Je tente de constituer une iranosphère, comme je l'ai fait avec la russosphère, en Europe à partir de 2006, en Afrique à partir de 2015, parce que l'Iran, c'est l'élément décisif pour appuyer la Russie, en particulier en Afrique. À vous, Luc Michel, pour ces éclairages. Et un grand merci à Gamal Abina, Linda Larbaoui et Fabrice Béor qui étaient avec nous dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Messieurs, on vous retrouve dans les prochaines éditions. Téléspectateurs d'Afrique Média, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Donc, on se retrouve dans nos prochaines émissions sur Afrique Média, la télévision panafricaine.